Le ciel parisien pleurait ce matin-là, comme s'il pressentait le destin qui attendait Adèle Marceau. Devant le miroir de sa chambre d'enfance, elle ajustait sa robe de mariée simple, ses doigts tremblant légèrement. À 25 ans, elle allait épouser un homme qu'elle connaissait à peine mais dont la réputation faisait trembler tout Paris, Théodore Blanchet. « Tu es magnifique, ma chérie », murmura sa mère en retenant ses larmes. Mais Adèle voyait dans ses yeux cette inquiétude qu'elle tentait de dissimuler. Comment une jeune femme comme elle, simple employée dans une librairie de Montmartre, allait-elle survivre dans l'univers impitoyable des Blanchet? L'arrangement avait été conclu 3 mois plus tôt, quand la famille Marceau avait frôlé la ruine. Théodore Blanchet, magnate de l'immobilier et héritier d'un empire financier, avait proposé ce mariage comme solution à leurs dettes. Une transaction, avait-il dit lors de leur première et unique rencontre. Pas un mot d'amour, pas un sourire, juste des papiers à signer et une date à fixer. L'église Saint-Germain-des-Prés était bondée, mais Adèle ne reconnaissait personne. Des visages froids, des regards scrutateurs, des murmures à peine dissimulés. Quand elle remonta l'allée au bras de son père, elle chercha les yeux de son futur époux. Théodore se tenait droit comme un chêne, vêtu d'un costume sur mesure qui soulignait sa prestance naturelle. Ses cheveux châtains étaient parfaitement coiffés et ses yeux d'un bleu acier fixaient un point invisible au-dessus de sa tête. Il ne la regarda même pas. La cérémonie se déroula dans un silence pesant. Quand vint le moment de dire « oui », la voix d'Adèle trembla d'émotion contenue. Celle de Théodore résonna froide et détachée, comme s'il récitait un contrat commercial. Lorsque le prêtre les invita à s'embrasser, Théodore effleura à peine ses lèvres d'un baiser mécanique qui fit mal au cœur d'Adèle. « Madame Blanchet », chuchota-t-il en se reculant immédiatement. C'étaient les premiers mots qu'il lui adressait depuis des semaines. La réception se déroula dans l'hôtel particulier des Blanchet, avenue Foch, un palace privé où chaque détail respirait le luxe et la tradition. Adèle évoluait parmi les invités comme une ombre, souriant poliment aux félicitations hypocrites, pendant que Théodore discutait affaires avec ses associés, l'ignorant complètement. « Alors, c'est elle la nouvelle Madame Blanchet ?» entendait-elle chuchoter, plutôt ordinaire pour quelqu'un d'aussi influent. Il paraît qu'elle vient d'un milieu très modeste. Pauvre fille, elle ne sait pas dans quoi elle s'est embarquée. Chaque mot était un coup de poignard. Adèle serra les poings dans sa robe, refoulant ses larmes. Elle avait rêvé de ce jour depuis l'enfance, mais jamais ainsi. Dans ses rêves, son mari la regardait avec amour, ils dansaient enlacés, ils se promettaient un avenir radieux. La réalité était un cauchemar éveillé. Quand vint le moment de la traditionnelle danse des mariés, Théodore s'approcha d'elle avec la même expression distante qu'il arborait depuis le matin. Il lui tendit sa main sans un mot. Sous les regards de l'assemblée, ils évoluèrent sur la piste dans un silence de mort. La distance entre leurs corps semblait insurmontable. « Pourquoi m'avez-vous épousé » osa-t-elle murmurer, les yeux baissés. Théodore ne répondit pas immédiatement. Quand il parla enfin, sa voix était glaciale. « Vous le savez très bien, c'était nécessaire. »« Nécessaire », répéta-t-elle amèrement. Le mot résonna dans sa poitrine comme un glas. La soirée s'éternisa. Quand les derniers invités partirent enfin, Adèle se retrouva seule dans ce qui était désormais sa nouvelle maison. Théodore avait disparu dans son bureau, la laissant errer comme une âme en peine dans les couloirs immenses. Une domestique lui indiqua discrètement sa chambre, séparée de celle de son mari par tout un couloir. Assise sur le lit king-size qui lui semblait aussi froid qu'un tombeau, Adèle retira lentement sa robe de mariée. Dans le miroir de la coiffeuse, elle ne reconnaissait plus la jeune femme pleine d'espoir du matin. À sa place, une épouse fantôme la fixait, prisonnière dorée d'un mariage sans amour. Dehors, Paris scintillait de 1000 lumières. Mais dans le cœur d'Adèle Blanchet, l'hiver venait de commencer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le mariage, et Adèle commençait à comprendre que sa nouvelle vie serait un long apprentissage de la solitude. Chaque matin, elle se réveillait dans sa chambre immense, espérant entendre des pas dans le couloir, un signe que son mari pensait à elle. Mais Théodore partait avant l'aube et rentrait bien après minuit, transformant leur cohabitation en un ballet de fantômes. La routine était implacable. Petit déjeuner seul dans la salle à manger qui pouvait accueillir 20 personnes, déjeuner seul face aux grandes baies vitrées donnant sur le jardin à la française, dîner seul sous le lustre en cristal de baccarat qui témoignait d'un luxe qu'elle n'avait jamais connu. Les domestiques, dirigés par Madame Dubois, la gouvernante, étaient polis mais distants. Ils l'appelaient « Madame » avec déférence, mais Adèle sentait qu'elle restait une étrangère dans cette maison. Ce matin-là, elle décida de prendre son courage à 2 mains. Vêtue d'une robe bleu marine simple mais élégante,
Elle descendit dans le hall principal où trônait un imposant escalier de marbre. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende dans tout l'hôtel particulier. « Madame Dubois » appela-t-elle doucement. La gouvernante, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris tirés en chignon strict, apparut immédiatement, comme si elle avait deviné ses intentions. « Oui, Madame Blanchet, j'aimerais savoir où se trouve le bureau de mon mari. Je voudrais lui apporter son café. » Un silence pesant s'installa. Madame Dubois échangea un regard furtif avec Henri, le majordome, qui passait justement dans le vestibule. « Madame, Monsieur Blanchet a donné des instructions très claires. Il ne souhaite pas être dérangé pendant ses heures de travail. » Les joues d'Adèle s'empourprèrent. Même par sa femme? Surtout par sa femme, pensa-t-elle amèrement en voyant l'expression gênée de la gouvernante. « Bien sûr, madame, je comprends. » Mais elle ne comprenait pas. Comment un mari pouvait-il être si indifférent à la femme qu'il avait épousée? Même dans un mariage arrangé, n'y avait-il pas un minimum de courtoisie, de respect humain? L'après-midi, Adèle découvrit la bibliothèque familiale, une merveille de boiseries sculptées et de livres anciens qui s'élevaient jusqu'au plafond à caissons. C'était le seul endroit de la maison où elle se sentait un peu chez elle. Blottie dans un fauteuil en cuir fauve près de la cheminée, elle lisait « Madame Bovary » quand des voix lui parvinrent du couloir. « Cette petite bourgeoise ne tiendra pas longtemps », disait une voix masculine qu'elle ne reconnaissait pas. Théodore s'en lassera rapidement. « Il a déjà l'air de l'avoir oublié », répondit une femme avec un rire cristallin. Hier soir, au gala de la Fondation Montclair, il était seul, même pas une photo d'elle sur son téléphone. Adèle serra le livre contre sa poitrine, le cœur brisé. Elle reconnut la voix de Céleste Moncler, une héritière parisienne réputée pour sa beauté et son ambition. Les ragots mondains la présentèrent depuis toujours comme la femme idéale pour Théodore, sophistiquée, fortunée, parfaitement éduquée pour évoluer dans leur milieu. « Tu crois qu'il va demander l'annulation » poursuivit la première voix. « Cela m'étonnerait. Théodore ne revient jamais sur ses décisions commerciales, et c'est tout ce que représente ce mariage pour lui. Une transaction. » Les pas s'éloignèrent, mais les mots restèrent gravés dans l'esprit d'Adèle. Une transaction. Exactement ce qu'il lui avait dit le jour de leur mariage. Ce soir-là, pour la première fois depuis 3 semaines, Théodore rentra plus tôt. Adèle l'entendit monter l'escalier vers 22 heures. Elle hésita longuement, puis sortit de sa chambre dans l'espoir de le croiser. Elle le trouva devant la porte de son bureau, défaisant sa cravate d'un geste las. « Bonsoir », murmura-t-elle. Il se retourna, surpris de la trouver là. Dans la pénombre du couloir, éclairée seulement par les appliques murales, ils se dévisagèrent en silence. Adèle remarqua les cernes sous ses yeux, la fatigue qui creusait ses traits habituellement impassibles. « Vous devriez être couché, » dit-il froidement. « Il est tard. J'attendais votre retour. » Sa voix était à peine audible. « Pourquoi ?» La question la déstabilisa. Pourquoi, en effet? Parce qu'elle espérait encore? Parce qu'elle refusait d'accepter que leur mariage soit condamné à cette froideur éternelle? « Parce que nous sommes mariés », répondit-elle simplement. Théodore la regarda longuement. Et l'espace d'un instant, quelque chose passa dans son regard, une fêlure imperceptible dans son armure d'indifférence. Mais elle disparut aussitôt. « Le mariage ne change rien à mes habitudes », répliqua-t-il. « Bonne nuit, Adèle. » C'était la première fois qu'il prononçait son prénom depuis leur union. Malgré la froideur du ton, elle y décela une humanité qu'elle n'avait pas soupçonnée. Quand il referma la porte de son bureau derrière lui, Adèle resta immobile dans le couloir, les larmes aux yeux mais avec une détermination nouvelle. Elle ne laisserait pas ce mariage mourir sans se battre. Le lendemain matin, Adèle se réveilla avec une résolution qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Les mots de Théodore, son prénom prononcé dans l'intimité du couloir obscur, résonnaient encore dans son esprit comme une promesse non formulée. Pour la première fois depuis son mariage, elle ne descendrait pas prendre son petit déjeuner en robe de chambre et cheveux défaits. Elle choisit une robe vert émeraude qui rehaussait la couleur de ses yeux, se coiffa avec soin et descendit dans la salle à manger plus tôt que d'habitude. À sa grande surprise, Théodore était encore là, assis au bout de la longue table d'acajou, consultant ses messages sur son téléphone tout en buvant son espresso. Il leva les yeux quand elle entra et elle surprit une lueur d'étonnement dans son regard. Était-ce sa nouvelle apparence ou simplement le fait qu'elle ose perturber sa routine matinale? « Bonjour », dit-elle, en prenant place à l'autre extrémité de la table, à une distance qui lui sembla soudain ridicule. « Bonjour », répondit-il après une hésitation. Sa voix était moins glaciale que la veille. Le silence s'installa, seulement troublé par le cliquetis discret de la vaisselle que préparait Henri. Adèle commanda un thé Earl Grey et des tartines, refusant le petit déjeuner copieux que lui proposait le majordome.
Son estomac était trop noué pour supporter plus. « Vous vous levez plus tôt aujourd'hui », observa Théodore, sans lever les yeux de son téléphone. C'était une constatation banale, mais venant de lui, elle sonnait presque comme une question. Adèle saisit cette perche tendue. « J'ai pensé qu'il serait agréable de partager le petit déjeuner, comme les couples normaux. » Cette fois, il posa son téléphone et la regarda vraiment. Ses yeux bleu acier la scrutèrent avec une intensité qui la fit frissonner. « Nous ne sommes pas un couple normal, Adèle. » Encore son prénom. Cette fois, elle y décela autre chose que de la froideur, peut-être une forme de mise en garde comme s'il tentait de la protéger d'une illusion dangereuse. « Pourquoi ?» La question jaillit de ses lèvres, avant qu'elle puisse la retenir. « Pourquoi faut-il que ce soit si compliqué ?» Théodore posa sa tasse avec une précision mécanique. Pendant un long moment, il sembla lutter contre lui-même, comme s'il hésitait entre la fuite et l'affrontement. « Parce que je ne suis pas fait pour cela », finit-il par dire d'une voix sourde. « Pour les sentiments, les complications émotionnelles. Je vous ai épousé pour résoudre un problème pratique. Ne cherchez pas plus. » Mais Adèle avait surpris quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité qu'il tentait désespérément de masquer. Elle se leva brusquement, son cœur battant la chamade, et contourna la table. Théodore se figea quand elle s'approcha de lui. « Qu'est-ce qui vous fait si peur ?» demanda-t-elle doucement, debout à côté de sa chaise. Il tourna la tête vers elle, et elle put voir de près les rides de fatigue qui marquaient son visage, la tension permanente qui habitait ses traits. De si près, il ne ressemblait plus au magnate impitoyable des journaux financiers, mais à un homme épuisé par ses propres démons. « Vous » répondit-il dans un souffle qui la bouleversa. Avant qu'elle puisse réagir, il se leva brusquement, manquant la renverser. Il attrapa sa veste et se dirigea vers la porte. « Théodore, attendez !» Il s'arrêta sur le seuil, sans se retourner. « Ne me compliquez pas les choses, Adèle, pour votre bien et pour le mien. » Et il disparut, la laissant seule avec ses questions et un espoir nouveau qui germait dans son cœur malgré elle. L'après-midi, elle reçut la visite inattendue de Céleste Moncler. La jeune femme arriva vers 15 heures, vêtue d'un ensemble Chanel immaculé, ses cheveux blond platine coiffés en un chignon sophistiqué. Elle rayonnait de cette assurance que donne une beauté consciente d'elle-même. « Ma chère Adèle, » dit-elle en l'embrassant sur les deux joues avec une familiarité feinte, « j'espère que vous ne m'en voudrez pas de cette visite impromptue. Je me faisais du souci pour vous. » Elles s'installèrent dans le salon bleu, celui que préférait Adèle pour sa lumière douce et ses canapés moelleux. Céleste accepta le thé qu'on lui proposa, mais Adèle remarqua qu'elle n'y touchait pas. « Du souci ?» demanda Adèle sur ses gardes. « Eh bien, vous savez comme les gens peuvent être cruels. Tout Paris parle de votre situation. » Le mot était lâché avec une délicatesse calculée, qui n'en rendait la blessure que plus profonde. « Quelle situation ?» Céleste soupira, jouant parfaitement son rôle de confidente attristée. « Votre mari, ma chère, sa froideur envers vous est visible. Hier soir, au dîner des Armagnac, il a passé toute la soirée à parler affaires, comme si vous n'existiez pas. Les gens commencent à se demander si ce mariage n'était pas une erreur. » Chaque mot était un poison distillé avec art. Adèle sentit ses joues s'empourprer, mais elle tenta de garder contenance. « Théodore et moi prenons le temps d'apprendre à nous connaître. »« Bien sûr, approuva Céleste avec un sourire compatissant qui sonnait faux. « Mais vous savez, ma chère, certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour certains hommes. Théodore a des besoins spécifiques. Il lui faut une partenaire qui comprenne son monde, ses enjeux. » Le message était clair. Adèle ne faisait pas le poids. Céleste se leva, lissa sa jupe et lui adressa un dernier sourire venimeux. « Je vous dis cela par amitié, naturellement. Si jamais vous avez besoin de conseils ou d'autre chose, n'hésitez pas. » Quand elle partit, Adèle resta seule dans le salon, les mots de Céleste tournant dans sa tête comme des lames. Mais au lieu de l'abattre, cette attaque sournoise renforça sa détermination. Si Théodore avait peur d'elle, c'est qu'elle représentait quelque chose pour lui. Et cela, aucune Céleste Moncler au monde ne pourrait le lui enlever. Ce soir-là, un orage d'une violence rare s'abattit sur Paris. Les éclairs zébraient le ciel noir au-dessus de l'hôtel particulier et le tonnerre faisait trembler les vitres séculaires. Adèle n'arrivait pas à dormir. Chaque coup de tonnerre la faisait sursauter, mais ce n'était rien comparé à la tempête qui grondait dans son cœur depuis la visite de Céleste. Vers 2 heures du matin, elle entendit des pas dans le couloir. Théodore était rentré plus tard que d'habitude, et elle perçut quelque chose d'inhabituel dans sa démarche. Une hésitation, comme s'il luttait contre lui-même. Elle se glissa hors de son lit, enfila sa robe de chambre en soie ivoire et entr'ouvrit sa porte. Il était là, immobile devant la porte de sa propre chambre, une main posée sur la poignée.
Dans la pénombre, elle distinguait sa silhouette tendue, ses épaules affaissées par un poids invisible. Un éclair illumina soudain le couloir, révélant son profil tourmenté. « Théodore » murmura-t-elle. Il se retourna brusquement, et elle fut saisie par l'expression de son visage. Ses traits habituellement maîtrisés étaient défigurés par une souffrance qu'il ne parvenait plus à cacher. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa cravate dénouée, sa chemise froissée. « Vous devriez dormir », dit-il d'une voix rauque. « L'orage va passer. Ce n'est pas l'orage qui m'empêche de dormir. » Il la regarda intensément, et elle vit ses défenses s'effriter une à une. L'homme d'affaires impitoyable avait disparu, laissant place à un être humain vulnérable et épuisé. « Moi non plus », avoua-t-il dans un souffle. Adèle s'avança dans le couloir, pieds nus sur le parquet froid. La distance entre eux lui sembla infinie, mais elle la franchit pas après pas, le cœur battant. « Qu'est-ce qui vous tourmente à ce point ?» Un nouveau coup de tonnerre éclata, faisant vibrer les murs. Théodore ferma les yeux comme si le bruit lui était physiquement douloureux. « Tout, répondit-il, vous, ce mariage. Ce que je ressens, » il s'interrompit, semblant réaliser qu'il en avait trop dit. Mais Adèle ne le laisserait pas s'échapper cette fois. « Que ressentez-vous » Il ouvrit les yeux et la fixa avec une intensité brûlante. De la peur, une peur panique. Depuis le jour où je vous ai vu dans cette robe de mariée, si belle, si pure, j'ai eu peur de vous détruire. Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Adèle sentit ses propres larmes monter. « Pourquoi me détruiriez-vous ?»« Parce que c'est ce que je fais, » dit-il amèrement. « Tout ce que je touche finit par se flétrir. Mon père me l'a assez répété. Les Blanchet ne sont pas faits pour aimer. Nous prenons, nous utilisons, nous jetons. C'est dans notre nature. » Adèle fit encore un pas vers lui, maintenant si proche qu'elle pouvait sentir son parfum masculin mêlé à l'odeur de pluie qu'il avait rapportée de l'extérieur. « Vous me connaissez si mal, » murmura-t-elle. « Je ne suis pas si fragile que vous le croyez. »« Vous êtes vierge, » dit-il brutalement comme si ces mots étaient une accusation. « Vous n'avez jamais connu d'homme. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. » Le rouge monta aux joues d'Adèle, mais elle ne recula pas. « Et alors, cela vous fait-il si peur? Que j'ai gardé mon innocence pour l'homme que j'épouserai? »« Oui, » explosa-t-il, « parce que vous méritez mieux qu'un homme comme moi. Vous méritez d'être aimé tendrement, passionnément, par quelqu'un qui saura vous chérir, pas par un monstre qui ne sait que prendre sans rien donner. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Adèle. Elle leva une main tremblante vers le visage de Théodore, effleurant sa joue rugueuse. « Laissez-moi en juger, » chuchota-t-elle. « Laissez-moi choisir. » Il attrapa son poignet, mais au lieu de l'écarter, il pressa sa paume contre sa joue, fermant les yeux, comme s'il savourait ce contact. « Vous ne savez pas ce que vous demandez, » murmura-t-il. « Si, je le sais. Je demande à mon mari de cesser de me fuir. Je demande une chance pour nous deux. » Il rouvrit les yeux et plongea son regard dans le sien. Dans cette intimité nocturne, sous les éclairs de l'orage, quelque chose bascula entre eux. « Adèle, » sa voix n'était plus qu'un souffle rauque. « Je ne veux pas vous faire mal. Alors ne partez pas. Restez avec moi cette nuit. Pas pour ce que vous craignez. Juste, restez. Parlons. Apprenons à nous connaître. » Il sembla lutter une dernière fois contre ses démons, puis soudain, sa résistance céda. Il attira doucement Adèle contre lui, l'enlaçant avec une tendresse qu'elle ne lui soupçonnait pas. « D'accord, » murmura-t-il dans ses cheveux, « cette nuit, j'arrête de fuir. » Ils restèrent enlacés dans le couloir obscur, bercés par le bruit de la pluie et les battements de leur cœur qui peu à peu se synchronisaient. Pour la première fois depuis leur mariage, ils n'étaient plus deux étrangers contraints de partager un nom. Ils étaient un homme et une femme qui venaient de faire un pas l'un vers l'autre dans l'obscurité. Quand ils se dirigèrent ensemble vers le salon pour continuer cette conversation qui changerait tout, Adèle sut que cette nuit marquerait un tournant. L'orage dehors s'apaisait, mais dans leur cœur une autre tempête, celle de la passion naissante, commençait à gronder. Dans le salon faiblement éclairé par les braises mourantes de la cheminée, Adèle et Théodore s'installèrent de face à face sur les canapés de velours bordeaux. L'orage s'éloignait progressivement, ne laissant plus qu'un murmure de pluie contre les vitres. Entre eux flottait une intimité nouvelle, fragile comme un cristal qui pourrait se briser au moindre mot maladroit. Théodore avait desserré sa cravate et déboutonné le col de sa chemise, révélant la base de sa gorge. Pour la première fois, Adèle le voyait débarrassé de son armure de parfaite maîtrise. Il semblait plus jeune, plus accessible, mais aussi infiniment plus vulnérable. « Je ne sais même pas par où commencer », avoua-t-il en passant une main dans ses cheveux ébouriffés. « Cela fait si longtemps que je n'ai parlé à personne de moi. »« Commencez par ce que vous voudrez, » dit doucement Adèle. « Nous avons toute la nuit. » Il la regarda longuement,
comme s'il tentait de jauger sa sincérité. Puis lentement les mots commencèrent à sortir. Mon père, Charles Blanchet, était un homme brillant mais impitoyable. Il m'a élevé selon ses principes. Les sentiments sont une faiblesse. L'amour est un luxe que les hommes d'affaires ne peuvent se permettre. À 8 ans, quand je pleurais après la mort de ma nurse, la seule personne qui m'ait jamais témoigné de la tendresse, il m'a enfermé dans sa bibliothèque en me disant que je n'en sortirais qu'une fois devenu un homme. Adèle retint un souffle horrifié. Elle imaginait ce petit garçon seul dans l'obscurité, apprenant à étouffer ses larmes et son besoin d'affection. J'y ai passé la nuit entière, poursuivit Théodore, le regard perdu dans les flammes. Au matin, j'avais compris la leçon. Plus jamais je ne montrerai mes émotions, plus jamais je ne m'attacherai à personne. Et votre mère, murmura Adèle. Un sourire amer étira les lèvres de Théodore. Ah, Isabelle Blanchet était une femme magnifique et froide comme un diamant. Elle m'embrassait sur le front une fois par semaine, le dimanche après le déjeuner familial, comme on s'acquitte d'une obligation. Quand elle est morte dans cet accident de voiture, j'avais 15 ans. J'ai pleuré une seule fois seul dans ma chambre, puis j'ai juré que plus jamais personne n'aurait le pouvoir de me faire souffrir ainsi. Adèle sentit son cœur se serrer. Elle commençait à comprendre la prison émotionnelle dans laquelle Théodore s'était lui-même enfermé. « Mais vous avez bien dû aimer quelqu'un un jour. » Le visage de Théodore se durcit imperceptiblement. « Une fois, j'avais 25 ans. Elle s'appelait Margot Levasseur. Belle, intelligente, issue d'une famille respectable. J'ai espéré que je pourrais être différent avec elle. » Il s'interrompit, la mâchoire crispée par un souvenir douloureux. « Que s'est-il passé ?» osa demander Adèle. « Elle m'a quitté au bout de 6 mois. Elle m'a dit que j'étais incapable d'aimer, que j'étais un homme froid et calculateur qui ne savait que prendre sans jamais rien donner. Elle avait raison. »« Non !» protesta Adèle avec une véhémence qui les surprit tous les deux. « Elle avait tort. Ce qu'elle décrivait, c'est votre carapace, pas votre cœur. » Théodore la dévisagea avec surprise. « Vous ne me connaissez pas, Adèle. Vous ne savez pas de quoi je suis capable quand... » « Quand quoi ?» Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. Ses épaules étaient tendues, ses poings serrés le long de son corps. « Quand je désire quelque chose, ou quelqu'un. » Le mot resta suspendu entre eux, chargé d'une tension électrique. Adèle sentit ses joues s'empourprer, mais elle ne détourna pas le regard. « Me désirez-vous » La question jaillit de ses lèvres avant qu'elle puisse la retenir. Théodore se figea puis se retourna lentement. Son regard brillait d'une intensité qui la fit frissonner. « Depuis le premier jour, avoua-t-il d'une voix rauque, depuis que je vous ai vue dans cette robe de mariée, si pure, si belle, je vous désire à en perdre la raison, et c'est exactement pour cela que je me tiens à distance. » Adèle se leva à son tour et s'approcha de lui, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendait. « Pourquoi est-ce si terrible ? Parce que je ne sais pas être tendre, explosa-t-il. Parce que quand je vous regarde, j'ai envie de vous prendre dans mes bras, de vous embrasser jusqu'à ce que vous ne puissiez plus respirer, de vous faire mienne complètement. Et vous êtes si innocente, si fragile. Arrêtez de décider à ma place, rétorqua Adèle, ses yeux verts flamboyants de colère. Arrêtez de me traiter comme une poupée de porcelaine qui va se briser au moindre contact. Elle était maintenant tout près de lui, si proche qu'elle voyait les paillettes dorées dans ses yeux bleus, sentait la chaleur qui émanait de son corps. « Je ne suis peut-être pas expérimenté, mais je ne suis pas stupide. Je sais ce que je veux. Et que voulez-vous » murmura-t-il, sa voix n'étant plus qu'un souffle rauque. Adèle leva les yeux vers lui, et dans ce regard il lut une détermination qui le bouleversa. « Vous, dit-elle simplement, je vous veux, vous, avec vos cicatrices et vos peurs. Je veux que vous cessiez de me protéger de vous-même. Je veux que vous me fassiez confiance. » Théodore ferma les yeux, luttant contre l'envie de la prendre dans ses bras sur le champ. Quand il les rouvrit, Adèle y lut une tendresse qu'elle n'avait jamais vue. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez, » murmura-t-il en effleurant sa joue du bout des doigts. « Alors montrez-moi, » chuchota-t-elle, en se dressant sur la pointe des pieds, ses lèvres effleurant presque les siennes. Et dans ce salon, baigné par la lueur mourante des braises, quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire. Le temps sembla se suspendre dans ce salon baigné de pénombre. Adèle et Théodore se faisaient en face, si proches que leur souffle se mêlait, si éloignés encore par des années de solitude et de méfiance. Les yeux de Théodore scrutaient le visage de sa femme comme s'il tentait de graver chaque détail dans sa mémoire. « Adèle, » murmura-t-il, sa voix tremblant d'émotion contenue, « si nous franchissons cette ligne, il n'y aura plus de retour en arrière. » Pour toute réponse, elle posa ses mains sur sa poitrine, sentant sous ses paumes les battements affolés de son cœur. Dans ses yeux verts
brillait une détermination qui fit vaciller toutes les résolutions de Théodore. « J'ai passé ma vie entière à attendre ce moment, » chuchota-t-elle, « à rêver de l'homme qui saurait voir au-delà de ma timidité, qui accepterait mon amour sans condition. Cet homme, c'est vous, Théodore, même si vous l'ignorez encore. » Théodore ferma les yeux, déchiré entre son désir et sa peur de la blesser. Quand il les rouvrit, quelque chose avait changé dans son regard. La glace s'était fissurée, laissant transparaître une chaleur qu'il avait enfouie depuis trop longtemps. « Vous êtes si courageuse, » dit-il en caressant sa joue, « plus courageuse que moi. »« Alors, laissez-moi vous donner ma force, » répondit-elle, en se hissant sur la pointe des pieds. Et soudain, ce fut elle qui prit l'initiative. Dans un geste d'une audace qui la surprit elle-même, Adèle saisit le visage de Théodore entre ses mains et l'attira vers elle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui électrisa chaque fibre de leur être. Théodore se figea d'abord, saisi par la douceur de ce contact qu'il n'attendait plus. Puis, comme un barrage qui cède sous la pression, toutes ses défenses s'effondrèrent. Il enlaça Adèle avec une tendresse désespérée, approfondissant le baiser avec une passion longtemps contenue. C'était le premier baiser d'Adèle, et elle s'abandonna totalement à cette sensation nouvelle qui embrasait tout son être. Elle goûtait sur les lèvres de Théodore un mélange de force et de vulnérabilité qui la bouleversait. Ses mains s'accrochaient à sa chemise froissée comme à une bouée de sauvetage. Quand ils se séparèrent enfin à bout de souffle, ils restèrent front contre front, les yeux clos, savourant ce moment de pure intimité. « Mon Dieu !» souffla Théodore. « Qu'est-ce que vous me faites ?» Adèle ouvrit les yeux et vit dans le regard de son mari une transformation miraculeuse. L'homme froid et distant avait disparu, remplacé par un être humain vibrant d'émotion. « Je vous réveille », répondit-elle simplement, « comme vous me réveillez. » Ils s'installèrent sur le canapé, Adèle blottie contre l'épaule de Théodore, qui la serrait contre lui, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Dehors, l'orage avait cessé, mais à l'intérieur, une autre tempête venait de naître, celle de leur amour naissant. « Racontez-moi votre enfance », murmura Théodore en caressant ses cheveux. « Je veux tout savoir de vous. » Adèle sourit, touchée par cette curiosité nouvelle. « J'ai grandi dans un petit appartement près de Montmartre avec mes parents. Papa était professeur de littérature, maman couturière. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous débordions d'amour. Chaque soir, papa me lisait des contes de fées où les princesses trouvaient à leur prince charmant. « Et vous y croyez ?» demanda Théodore avec une pointe de mélancolie. « J'y crois encore, » répondit-elle en levant les yeux vers lui. « Surtout maintenant. » Il resserra son étreinte, ému par cette innocence qu'il avait cru à jamais perdue pour lui. « Vos parents, que pensent-ils de notre mariage? Ils s'inquiètent pour moi. Ils craignent que je ne souffre dans un monde qui n'est pas le mien. Mais ils m'ont appris une chose. L'amour véritable n'a pas de barrière sociale. » Théodore resta silencieux un long moment, digérant ces paroles qui remettaient en question toutes ses certitudes. « Je ne mérite pas un amour comme le vôtre, » finit-il par dire. « Ce n'est pas à vous d'en décider, » répliqua Adèle avec fermeté. « L'amour ne se mérite pas, il se vit. » Elle se redressa pour le regarder dans les yeux. « Théodore, cette nuit, vous m'avez montré votre cœur. Vous m'avez fait confiance. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. » Il porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser tendre. « Je n'ai jamais su comment aimer, Adèle. Il faudra m'apprendre. Nous apprendrons ensemble, » promit-elle, un jour à la fois. Ils passèrent le reste de la nuit à parler, à se découvrir, à effacer des années de solitude. Quand les premiers rayons de l'aube filtrèrent à travers les rideaux, ils s'étaient endormis enlacés sur le canapé, leur cœur battant enfin à l'unisson. Adèle se réveilla la première, contemplant le visage paisible de Théodore, endormi. Dans le sommeil, ses traits durs s'étaient adoucis, révélant l'homme qu'il aurait pu être sans les blessures du passé. Elle sourit en pensant à ce baiser qui avait tout changé, ce baiser qu'elle avait osé lui voler et qui leur avait ouvert les portes d'un amour qu'ils n'espéraient plus. Mais elle savait que leur chemin ne serait pas semé de roses. Le monde extérieur, les pressions familiales, les habitudes anciennes, tout conspirerait à les séparer. Cependant, pour la première fois depuis leur mariage, Adèle se sentait forte. Elle avait goûté à l'amour de Théodore, et plus rien ne pourrait l'en détourner. L'amour avait triomphé de la peur, mais les vrais défis ne faisaient que commencer. Les jours qui suivirent cette nuit de révélation furent comme un rêve éveillé pour Adèle. Théodore, transformé par leurs aveux mutuels, ne la fuyait plus. Il rentrait plus tôt le soir, partageait ses repas avec elle, et chaque regard qu'ils échangeaient portait la promesse d'un amour en construction. Leurs mains se frôlaient par accident au petit déjeuner, leur conversation s'étendait tard dans la soirée, et parfois, dans l'intimité du salon, Théodore l'embrassait avec une tendresse qui la faisait fondre.
Mais ce bonheur fragile allait être mis à l'épreuve plus tôt qu'il ne l'imaginait. Ce matin-là, Adèle se promenait dans le jardin à la française de l'hôtel particulier quand Madame Dubois vint l'informer qu'elle avait de la visite. Dans le grand salon, l'attendait une femme élégante d'une 60aine d'années, vêtue d'un tailleur Dior gris perle. Ses cheveux argentés étaient coiffés en un chignon parfait, et ses yeux bleus, si semblables à ceux de Théodore, la jaugeaient avec une froideur calculée. « Madame Blanchet, dit la visiteuse en se levant avec une grâce aristocratique, je suis Viviane Blanchet, la tante de votre mari. » Adèle avait entendu parler de cette femme redoutable, sœur du défunt père de Théodore et véritable gardienne des traditions familiales. Elle dirigeait d'une main de fer plusieurs œuvres caritatives parisiennes et était réputée pour son influence dans la haute société. « Madame, » répondit poliment Adèle en l'invitant à se rasseoir, « Théodore ne m'avait pas dit que vous veniez. » Un sourire glacial étira les lèvres de Viviane. « Mon neveu ignore ma visite, en effet. J'ai préféré vous rencontrer, seul à seul. » Cette phrase résonna comme une menace à peine voilée. Adèle sentit son estomac se nouer, mais elle garda contenance. « Je vous écoute. » Viviane croisa élégamment ses mains gantées sur ses genoux et fixa Adèle avec une intensité dérangeante. « Ma chère enfant, je ne vais pas tourner autour du pot. Ce mariage est une aberration. Vous le savez, je le sais, et tout Paris le chuchote. Théodore a commis une erreur en vous épousant, une erreur qu'il commence déjà à regretter. »« C'est faux, » protesta Adèle, ses joues s'empourprant. « Vraiment ?» Viviane sortit de son sac à main une enveloppe en papier vélin. « Alors expliquez-moi pourquoi il a rencontré Maître Dubois, son avocat, hier après-midi. » Elle tendit l'enveloppe à Adèle, qui la prit d'une main tremblante. À l'intérieur, une simple carte de visite d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit matrimonial. « Il devait s'agir d'autre chose, » balbutia Adèle, mais sa voix manquait de conviction. « Mon neveu réfléchit à l'annulation, ma petite. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer cette mascarade. Vous n'appartenez pas à notre monde. Vous n'en comprenez ni les codes ni les enjeux. » Chaque mot était un poignard planté dans le cœur d'Adèle. Les doutes qu'elle avait réussi à chasser revenaient en force. « Mais nous avons parlé. Nous nous sommes rapprochés. » Viviane eut un rire cristallin et cruel. « Ma pauvre enfant, vous confondez pitié et amour. Théodore est un homme de devoir. Il tente de rendre cette situation moins pénible pour vous deux. Mais au fond de lui, il sait qu'il a fait une erreur. » Adèle serra les poings, luttant contre les larmes qui menacèrent de couler. « Pourquoi me dites-vous tout cela? Parce que je vous aime bien, contrairement aux autres. Vous me semblez sincère, même si naïve. Je vous offre une sortie honorable. » Viviane sortit un chéquier de son sac et commença à rédiger un montant qui fit écarquiller les yeux d'Adèle. « 5 millions d'euros. De quoi assurer votre avenir et celui de vos parents. En échange, vous disparaissez. Un divorce discret, un déménagement à l'étranger et chacun reprend sa vie. Vous voulez m'acheter ?» souffla Adèle, horrifiée. « Je vous propose une chance de partir avant d'être humilié publiquement. Car c'est ce qui vous attend si vous restez. Tôt ou tard, Théodore rencontrera une femme de son milieu et vous ne serez plus qu'un obstacle embarrassant. » Adèle se leva brusquement, tremblant de rage et de douleur. « Sortez !» dit-elle d'une voix qu'elle ne reconnaissait pas. « Sortez de chez moi immédiatement. » Viviane rangea calmement son chéquier, pas le moins du monde troublé par cette colère. « Réfléchissez, ma chère. Cette offre ne tiendra pas éternellement. » Elle se dirigea vers la sortie, puis se retourna une dernière fois. « Oh, et à votre place, je demanderai à Théodore où il était vraiment hier soir. Il n'est rentré qu'à minuit passé. » Quand elle fut partie, Adèle s'effondra sur le canapé, secouée de sanglots. Les mots de Viviane tournaient dans sa tête comme un poison. Et si elle avait raison? Et si Théodore, après cette nuit d'intimité, avait pris peur et décidé de revenir en arrière? Elle revoyait son visage de la veille, sa tendresse, ses baisers. Tout cela pouvait-il être fin? L'homme qui lui avait ouvert son cœur était-il déjà en train de chercher un moyen de l'abandonner? Quand Théodore rentra ce soir-là, il trouva Adèle dans leur salon, assise dans la pénombre. Elle ne se leva pas pour l'accueillir comme elle avait pris l'habitude de le faire, ne lui sourit pas. Son visage était fermé, ses yeux rougis de larmes contenues. « Adèle, que se passe-t-il? Où étiez-vous hier soir ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. Théodore se figea, surpris par le ton accusateur. « J'avais une réunion qui s'est prolongée. Pourquoi cette question? Avec qui? Votre avocat ?» Le silence qui suivit fut plus éloquent que tous les aveux. Théodore baissa les yeux, et Adèle sut que Viviane avait dit vrai. Son monde s'écroula une fois de plus. « Adèle, laissez-moi vous expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, » coupa-t-elle en se levant, digne malgré sa douleur. « Je comprends parfaitement. La transaction ne vous satisfait plus.
et avant qu'il puisse ajouter un mot, elle sortit du salon, le laissant seul avec ses remords et ses mensonges. 3 jours s'écoulèrent dans un silence de mort. Adèle et Théodore se croisaient dans les couloirs de l'hôtel particulier comme 2 étrangers, évitant soigneusement tout contact visuel. Les domestiques marchaient sur des œufs, sentant la tension électrique qui régnait dans la demeure. Théodore avait tenté plusieurs fois d'aborder sa femme, mais elle se dérobait systématiquement, le cœur trop blessé pour entendre ses explications. Ce vendredi soir, le gratin parisien se rassemblait pour le gala annuel de la Fondation Rousseau, événement incontournable de la saison mondaine. Théodore, en tant que mécène principal, se devait d'y assister. Traditionnellement, il s'y rendait seul, mais cette année, tous les regards seraient braqués sur le couple Blanchet. L'absence d'Adèle alimenterait les rumeurs. Sa présence les confirmerait. Vers 18 heures, Théodore frappa à la porte de la chambre de sa femme. « Adèle, nous devons parler. Le gala commence dans 2 heures. » Silence. « Je sais que vous êtes en colère et vous avez toutes les raisons de l'être. Mais ce soir, nous devons faire front ensemble. Je vous expliquerai tout après. Je vous le promets. » La porte s'ouvrit enfin. Adèle apparut, vêtue d'une robe de soirée noire qui soulignait sa pâleur. Ses yeux étaient cernés, ses lèvres pincées par la douleur. « Très bien, » dit-elle d'une voix neutre. « Jouons la comédie une dernière fois. » Le palais Galliera avait été transformé en écrin de luxe pour l'occasion. Cristaux, orchidées blanches et éclairages tamisés créaient une atmosphère féerique. Les invités, en smoking et robes de haute couture, évoluaient entre les salons avec cette élégance étudiée propre à la haute société parisienne. L'entrée d'Adèle et Théodore fit sensation. Tous les regards convergèrent vers eux. Les conversations se murmurèrent derrière les éventails. Adèle sentait sur elle ses yeux scrutateurs qui jaugeaient sa robe, sa démarche, son droit d'être là. « Souriez », murmura Théodore à son oreille. « Donnons-leur le spectacle qu'ils attendent. » Mais Adèle n'était plus d'humeur à faire semblant. La douleur de ces derniers jours avait cristallisé sa colère en une détermination froide. Si leur mariage était condamné, autant que ce soit dans la vérité plutôt que dans le mensonge. Le dîner se déroula dans une ambiance tendue. Adèle était placée à la table d'honneur, entre Théodore et le ministre de la Culture. Face à elle, Céleste Moncler rayonnait dans une robe dorée qui captait tous les regards. Elle ne cessait de lancer des œillades complices à Théodore, ignorant ostensiblement Adèle. « Ma chère Adèle », susurra Céleste pendant le service du champagne, « vous semblez fatiguée. Le mariage ne vous réussit pas. » Les convives proches tendirent l'oreille, sentant venir le spectacle. « Au contraire, » répondit Adèle avec un calme trompeur, « j'apprends beaucoup sur la nature humaine. » Céleste eut un rire cristallin. « Comme c'est charmant, Théodore, votre épouse est si rafraîchissante dans sa naïveté. » L'insulte était subtile mais claire. Théodore serra sa coupe un peu plus fort, mais ne dit rien. Ce silence fut comme une gifle pour Adèle. Après le dîner, alors que les invités se dirigeaient vers les salons pour les enchères, Viviane Blanchet s'approcha d'Adèle avec son sourire de prédatrice. « Ma chère nièce, avez-vous réfléchi à notre conversation ?»« Quelle conversation ?» demanda Céleste, les yeux brillants de curiosité. « Oh, rien d'important, » répondit Viviane avec désinvolture. « Juste des conseils familiaux sur l'adaptation aux exigences de notre milieu. » Mais sa voix portait assez pour être entendue par plusieurs personnes. Les murmures reprirent de plus belle. C'est alors qu'éclata la bombe. Le comte de Malmaison, vieil ami de la famille Blanchet et connu pour sa langue bien pendue, choisit ce moment pour faire une annonce qui cloua Adèle sur place. « Mes chers amis, » dit-il en levant sa coupe, « permettez-moi de féliciter notre hôte pour sa générosité habituelle. Mais surtout, souhaitons-lui bonne chance pour les négociations délicates qui l'attendent. » Il se tourna vers Théodore avec un clin d'œil entendu. « Entre nous, mon cher Théodore, Maître Dubois est-il optimiste concernant la résolution de votre situation matrimoniale ?» Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers Adèle, dont le visage devint livide. Elle venait de comprendre que non seulement Théodore consultait un avocat matrimonial, mais que cette information circulait déjà dans tout Paris. « Excusez-moi, » murmura-t-elle en se levant précipitamment. Mais Céleste la retint par le bras avec une fausse sollicitude. « Voyons, ma chère, ne partez pas. Nous allons justement parler de l'avenir, du vôtre et de celui de Théodore. » L'humiliation était totale. Adèle se retrouvait exposée devant cette assemblée de vautours qui se délectait de son malheur. Elle regarda Théodore, espérant un geste, un mot de soutien, mais il restait figé, visiblement dépassé par les événements. C'est alors que quelque chose se brisa définitivement en elle. La jeune femme timide et soumise disparut, laissant place à une femme blessée mais digne. « Vous avez raison, »
dit-elle d'une voix claire qui porta dans tout le salon. Parlons d'avenir. Elle se tourna vers Théodore, qui la regardait avec une expression mélange de panique et de supplication. Mon cher époux, poursuivit-elle avec un calme glacial, puisque visiblement nos affaires privées sont devenues un divertissement public, autant que chacun sache où nous en sommes. Elle fit face à l'assemblée médusée. Il est exact que M. Blanchet consulte un avocat matrimonial. Il est exact qu'il regrette notre union. Et il est exact qu'aux yeux de certains, je ne suis qu'une petite bourgeoise qui n'a rien à faire dans votre monde. Théodore fit un pas vers elle. Adèle, non. Mais elle l'arrêta d'un geste. Mais ce que vous ignorez tous, dit-elle en le regardant droit dans les yeux, c'est que malgré tout cela, malgré ses mensonges et ses lâchetés, je l'aime. Voilà le scandale véritable. Une femme qui aime son mari au point d'en souffrir. Et, sur ces mots, elle quitta le salon sous les regards ébahis de l'assistance, laissant Théodore face à ses choix et à ses remords. Dans le silence oppressant qui suivit le départ d'Adèle, Théodore resta figé au centre du salon, conscient des dizaines de regards posés sur lui. Les murmures reprirent graduellement, alimentés par cette scène qui défraierait la chronique pendant des mois. Céleste s'approcha de lui avec son sourire de triomphe, mais il l'ignora totalement, se dirigeant vers la sortie d'un pas décidé. « Théodore !» l'appela Viviane, mais il ne se retourna même pas. Dans la voiture qui le ramenait vers l'hôtel particulier, il revoyait sans cesse l'expression d'Adèle au moment où elle avait avoué l'aimer malgré tout. Cette femme qu'il avait crue fragile venait de faire preuve d'un courage qui le bouleversait. Elle avait choisi la vérité plutôt que la fausse dignité, l'authenticité plutôt que le mensonge social. Et lui, qu'avait-il fait? Il l'avait laissé affronter seul les vautours, incapable de la défendre, prisonnier de ses propres lâchetés. À son arrivée, l'hôtel particulier était plongé dans l'obscurité. Adèle était-elle rentrée? Il gravit les marches 4 à 4 et frappa à la porte de sa chambre. « Adèle, je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. » Pas de réponse. Il poussa la porte et découvrit la chambre vide. Sur le lit, une valise ouverte et des vêtements pliés avec soin. Son cœur se serra. Elle préparait son départ. Il la trouva dans la bibliothèque, recroquevillée dans le fauteuil où ils avaient passé tant d'heures heureuses à converser. Elle avait troqué sa robe de soirée contre une simple robe blanche, ses cheveux détachés encadrant son visage pâle. Elle ne pleurait pas, mais ses yeux rougis trahissaient sa douleur. « Vous partez, dit-il. Ce n'était pas une question. Demain matin, répondit-elle sans le regarder. Je retourne chez mes parents le temps de me retourner. Théodore s'agenouilla devant elle, tentant de capter son regard. Adèle, écoutez-moi. Oui, j'ai consulté un avocat, mais pas pour les raisons que vous croyez. Elle leva enfin les yeux vers lui, et il y lut une lassitude infinie. Peu importe les raisons, Théodore. L'essentiel, c'est que vous l'ayez fait sans m'en parler. Que vous ayez préféré écouter les conseils de votre entourage plutôt que d'avoir confiance en ce qui naissait entre nous. Vous ne comprenez pas, s'exclama-t-il désespéré. J'ai paniqué après cette nuit où nous nous sommes rapprochés. J'ai eu peur de vous entraîner dans ma chute, de vous faire du mal. J'ai consulté Maître Dubois pour connaître vos droits, pour m'assurer que si jamais vous souhaitiez partir, vous ne manqueriez de rien. Adèle le dévisagea, cherchant dans ses yeux la trace d'un mensonge. Et le divorce? L'annulation? Jamais. Il saisit ses mains dans les siennes. J'ai demandé comment vous protéger financièrement, dans tous les cas de figure, pas comment me débarrasser de vous. Un long silence s'installa. Adèle semblait digérer cette révélation, mais la méfiance n'avait pas totalement disparu de son regard. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi mentir? Théodore baissa la tête, honteux. Parce que j'avais honte de ma propre lâcheté. Parce qu'au lieu de vous faire confiance, j'ai préféré anticiper le pire. Parce que je ne sais toujours pas comment gérer ce que je ressens pour vous. Et qu'est-ce que vous ressentez? Demanda-t-elle dans un souffle. Il releva la tête et plongea son regard dans le sien. De l'amour. Un amour qui me terrifie parce que je n'en ai jamais connu de semblable. Un amour qui me donne envie de tout brûler de mon ancienne vie pour construire quelque chose de nouveau avec vous. Les yeux d'Adèle s'embuèrent de larmes. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas défendu ce soir? Pourquoi m'avez-vous laissé affronter seul toutes ces vipères? Cette question le frappa comme une gifle. Il ferma les yeux, accablé par sa propre lâcheté. Parce que je suis un lâche, avoua-t-il. Parce que pendant 34 ans, j'ai appris à me protéger en gardant le silence, en évitant les confrontations émotionnelles. Et ce soir, quand il a fallu choisir entre votre défense et ma zone de confort, j'ai choisi la facilité. Il se redressa, la regardant avec une intensité douloureuse. Mais ce que vous avez fait ce soir, Adèle, votre courage, votre dignité, la façon dont vous avez dit votre vérité face à tous ces hypocrites,
Vous m'avez donné une leçon de vie. Une leçon que vous n'êtes pas prêt à appliquer, répliqua-t-elle avec amertume. Si, protesta-t-il en se levant. Si, je suis prêt. Vous voulez que je me batte pour nous. Vous voulez que je montre au monde entier ce que vous représentez pour moi. Il sortit son téléphone et composa un numéro sous le regard intrigué d'Adèle. Bonsoir, ici Théodore Blanchet. Je souhaite organiser une conférence de presse demain matin. Oui, une annonce importante concernant ma vie privée. Contactez tous les médias parisiens. Il raccrocha et se tourna vers Adèle, qui le regardait avec stupéfaction. Qu'est-ce que vous faites? Ce que j'aurais dû faire depuis le début. Assumer publiquement mes sentiments. Dire au monde entier que je vous aime, et que quiconque s'en prend à vous, s'en prend à moi. Pour la première fois depuis des jours, un sourire timide éclaira le visage d'Adèle. Vous feriez cela? Vraiment? Je ferai tout pour vous, répondit-il en s'agenouillant à nouveau devant elle. Je changerai de vie, de nom, de pays s'il le fallait. Mais ne partez pas, Adèle. Donnez-moi une dernière chance de vous prouver que votre amour n'est pas vain. Elle posa ses mains sur son visage, caressant ses joues rugueuses. Une dernière chance, murmura-t-elle. Mais cette fois, Théodore, il faudra aller jusqu'au bout. Plus de mensonges, plus de faux semblants. Plus jamais, promit-il avant de l'embrasser avec toute la passion contenue de ces derniers jours. Dehors, Paris s'endormait, ignorant que dans l'hôtel particulier de l'avenue Foch, deux cœurs venaient de décider de défier ensemble le monde entier. Demain serait un jour nouveau, pour eux et pour tous ceux qui avaient sous-estimé la force de leur amour. Le lendemain matin, l'hôtel particulier bruissait d'une activité inhabituelle. Journalistes, photographes et caméramens s'étaient rassemblés dans le salon d'honneur, attirés par la promesse d'une révélation sensationnelle du milliardaire le plus discret de Paris. Les rumeurs allaient de bon train. Allait-il annoncer son divorce, une nouvelle acquisition, sa retraite des affaires? Dans leur chambre, Adèle et Théodore se préparaient ensemble pour cette confrontation qui déterminerait leur avenir. Elle avait choisi une robe bleu roi qui rehaussait l'éclat de ses yeux verts, tandis que lui portait un costume anthracite qui soulignait sa prestance naturelle. Mais au-delà des apparences, c'était leur complicité retrouvée qui illuminait leur visage. « Êtes-vous sûr de vouloir faire cela ?» demanda Adèle en ajustant sa cravate. « Une fois que ces mots seront prononcés, nous ne pourrons plus revenir en arrière. » Théodore prit ses mains dans les siennes, ses yeux bleus brillant d'une détermination nouvelle. « Ma chérie, j'ai passé ma vie entière à me cacher derrière des masques. Pour la première fois, je vais montrer mon vrai visage au monde. Et ce visage, c'est celui d'un homme fou amoureux de sa femme. » Il l'embrassa tendrement, scellant ainsi leur pacte d'amour. Dans le salon, l'atmosphère était électrique. Au premier rang, Viviane Blanchet avait pris place, son visage de marbre ne trahissant aucune émotion. Céleste Moncler, élégante dans un tailleur crème, affichait un sourire confiant, persuadée que Théodore allait annoncer la fin de son mariage. Les journalistes de la presse financière côtoyaient ceux des magazines People, tous avides de sensationnel. Quand Théodore et Adèle firent leur entrée main dans la main, un murmure parcourut l'assemblée. Ce simple geste en disait long sur ce qui allait suivre. Théodore prit place derrière le pupitre improvisé. Adèle à ses côtés, radieuse malgré la tension. Il balaya l'assistance du regard, s'attardant sur les visages de ceux qui avaient douté d'eux, puis commença d'une voix claire et assurée. « Mesdames et messieurs, je vous ai réunis ce matin pour mettre fin aux rumeurs et aux spéculations qui circulent depuis quelques semaines concernant ma vie privée. Il est temps que la vérité soit dite. » Un silence religieux s'abattit sur l'assemblée. « Oui, j'ai consulté un avocat matrimonial. Non, ce n'était pas pour divorcer de ma femme, mais pour m'assurer qu'elle serait protégée financièrement quoi qu'il arrive. Car voyez-vous, j'ai commis l'erreur de douter de moi-même et de craindre de ne pas être à la hauteur de l'amour qu'elle me porte. » Les flashs crépitèrent, tandis que les journalistes notaient fiévreusement chaque mot. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi un homme dans ma position épouserait une libraire de Montmartre. La réponse est simple. Parce qu'Adèle Marceau, désormais Adèle Blanchet, possède quelque chose que tout l'argent du monde ne peut acheter. Elle a un cœur pur, une âme généreuse, et une capacité d'aimer qui dépasse tout ce que j'ai pu connaître. Adèle sentit les larmes monter à ses yeux devant cette déclaration publique qui dépassait tout ce qu'elle avait espéré. Hier soir, lors du gala de la Fondation Rousseau, j'ai commis la plus grave erreur de ma vie. Face aux attaques sournoises et aux humiliations dont était victime ma femme, je suis resté muet. J'ai laissé la femme que j'aime affronter, seule une meute de vautours. Il se tourna vers Céleste et Viviane qui blêmirent sous son regard d'acier. À ceux qui ont cru pouvoir salir l'honneur de mon épouse, à ceux qui ont tenté de nous séparer par leurs manœuvres et leur chantage, sachez ceci, vous avez échoué. Non seulement vous n'avez pas réussi à nous diviser, mais vous avez renforcé notre union.
Un journaliste leva la main. « Monsieur Blanchet, confirmez-vous donc que votre mariage est un mariage d'amour ?» Théodore sourit, et pour la première fois depuis des années, ce sourire était parfaitement sincère. « Plus qu'un mariage d'amour, c'est une renaissance. Grâce à Adèle, j'ai découvert que j'avais un cœur. Grâce à elle, j'ai appris que les sentiments ne sont pas une faiblesse, mais une force. » Il prit la main d'Adèle et la porta à ses lèvres sous l'œil des caméras. « Et maintenant, permettez-moi de réparer publiquement la lâcheté d'hier soir. » À la stupéfaction générale, Théodore quitta le pupitre et se dirigea vers sa femme. Devant les objectifs braqués sur eux, devant cette assemblée médusée, il la prit dans ses bras et l'embrassa avec une passion qui fit taire tous les murmures. Ce baiser durait une éternité, chargé de tout l'amour qu'ils avaient failli perdre, de toutes les promesses qu'ils se faisaient pour l'avenir. Quand ils se séparèrent enfin, les applaudissements éclatèrent, spontanés et nourris. « Une dernière chose, » dit Théodore en reprenant sa place au pupitre, Adèle toujours à ses côtés. « À compter d'aujourd'hui, toute attaque contre ma femme sera considérée comme une attaque contre moi. Nous formons un couple uni, et ensemble, nous sommes indestructibles. » Alors que les journalistes se ruaient pour poser leurs questions, Viviane Blanchet quitta discrètement le salon, suivie de Céleste dont les rêves d'ambition venaient de s'effondrer. Leur règne de terreur sociale touchait à sa fin. Plus tard dans l'après-midi, seuls enfin dans leur salon, Adèle et Théodore savouraient le silence retrouvé. Elle était blottie contre lui sur le canapé où tout avait commencé cette fameuse nuit d'orage. « Alors, » murmura-t-elle, « comment se sent-on quand on vient de déclarer sa flamme à tout Paris ?»« Libéré, » répondit-il en caressant ses cheveux. « Pour la première fois de ma vie, je me sens complètement libre. »« Quand est maintenant ?» demanda-t-elle en levant vers lui ses yeux pétillants d'amour. « Maintenant, Madame Blanchet, nous allons écrire notre propre histoire, sans nous préoccuper du qu'en dira-t-on, sans craindre les jugements, juste vous et moi, face à l'avenir. » Il se pencha vers elle et murmura contre ses lèvres, « Je vous aime, Adèle. Je vous aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Et moi, je vous aime depuis le premier regard. » répondit-elle avant de sceller cette promesse d'un baiser qui goûtait l'éternité. Dehors, Paris continuait sa course effrénée, mais dans l'hôtel particulier de l'avenue Foch, le temps s'était arrêté sur deux cœurs enfin réunis. L'amour avait triomphé de tous les obstacles, et rien désormais ne pourrait séparer ceux que le destin avait unis. Car parfois, il suffit d'un baiser volé pour changer deux vies à jamais. Le soleil de juin filtrait à travers les grandes baies vitrées de la nouvelle maison que Théodore et Adèle avaient fait construire à Neuilly-sur-Seine. Plus intime que l'imposant hôtel particulier de l'avenue Foch, cette demeure reflétait parfaitement leur nouvelle vie, élégante mais chaleureuse, luxueuse mais accueillante. Dans le jardin fleuri, Adèle arrangeait un bouquet de pivoines blanches et roses, un sourire paisible aux lèvres. À 27 ans, elle rayonnait d'un bonheur épanoui qui illuminait chaque trait de son visage. Sa robe estivale couleur lavande épousait délicatement les nouvelles courbes de sa silhouette, trahissant le secret qu'elle s'apprêtait à partager avec son mari. « Ma chérie », l'appela Théodore depuis la terrasse, « nos invités arrivent. » Il s'approcha d'elle, toujours aussi élégant dans sa chemise blanche et son pantalon de lin beige, mais métamorphosé par ces 2 années de bonheur conjugal. Ses traits s'étaient adoucis, ses sourires étaient devenus naturels, et ses yeux bleus pétillaient d'une joie de vivre qu'il n'avait jamais connue auparavant. « J'arrive », répondit-elle en se tournant vers lui. Il la prit dans ses bras et l'embrassa tendrement, ce geste devenu si naturel entre eux qu'il ne pouvait plus imaginer vivre autrement. « Vous êtes radieuse aujourd'hui », murmura-t-il contre ses lèvres, encore plus que d'habitude. Adèle sourit mystérieusement, mais ne dit rien. Ce soir, après le départ de leurs invités, elle lui annoncerait la nouvelle qui couronnerait leur bonheur. Leurs amis commencèrent à arriver pour ce dîner qui célébrait le 2e anniversaire de leur réconciliation publique. Parmi eux, les parents d'Adèle, désormais parfaitement intégrés dans leur nouvelle vie, rayonnaient de fierté en voyant l'épanouissement de leur fille. Monsieur et Madame Marceau avaient rapidement appris à aimer Théodore, touchés par la dévotion sincère qu'ils portaient à leur enfant. « Mon gendre, » dit Marcel Marceau en serrant chaleureusement la main de Théodore, « vous avez fait de notre petite fille la femme la plus heureuse de Paris. »« C'est elle qui m'a transformé, Marcel, » répondit Théodore avec sincérité. « Chaque jour à ses côtés est un cadeau. » Ludovic Bertrand, le meilleur ami de Théodore depuis leurs études, s'approcha avec sa nouvelle compagne, une jeune avocate brillante qu'il avait rencontrée grâce au Blanchet. « Alors, mon vieux, » dit-il en donnant une tape amicale dans le dos de Théodore, « toujours aussi fou amoureux ?»« Plus que jamais, » répondit Théodore sans la moindre gêne, ce qui fit sourire l'assemblée. Ces 2 dernières années avaient été une révélation.
Après la conférence de presse qui avait fait sensation dans tout Paris, le couple avait dû affronter quelques remous médiatiques, mais leur amour authentique avait fini par conquérir même les plus sceptiques. Théodore avait progressivement redéfini ses priorités, déléguant davantage dans ses affaires pour passer plus de temps avec sa femme. Ensemble, ils avaient créé une fondation d'aide à la lecture dans les quartiers défavorisés, alliant la passion d'Adèle pour les livres et les moyens financiers de Théodore. Cette œuvre commune avait encore renforcé leur complicité. Quant à Viviane Blanchet, elle s'était progressivement effacée de leur existence, comprenant que ces tentatives de manipulation n'avaient fait que renforcer leur union. Céleste Moncler avait épousé un banquier suisse et quitté Paris, emportant avec elle ses ambitions déçues. Pendant le dîner, servi dans la salle à manger au ton chaleureux, les conversations allaient bon train. Adèle et Théodore se lançaient des regards complices, leurs mains se cherchant naturellement sur la table, témoins de cette intimité profonde qu'ils avaient construite jour après jour. « À propos, » dit Claire Marceau, la mère d'Adèle, en regardant sa fille avec un sourire entendu, « tu as l'air rayonnante ces derniers temps. N'aurais-tu pas quelque chose à nous annoncer ?» Adèle rougit délicieusement sous les regards amusés de leurs invités. Elle chercha la main de Théodore sous la table, puisant dans sa présence la force de dévoiler leur secret plus tôt que prévu. « En fait, » commença-t-elle, sa voix tremblant d'émotion, « nous avons effectivement une nouvelle à partager. » Théodore la regarda avec surprise et tendresse, devinant ce qui allait suivre au tremblement de sa voix. « Nous allons être parents, » annonça-t-elle, les yeux brillants de larmes de joie. Le silence qui suivit fut brisé par les exclamations de bonheur et les applaudissements. Théodore se tourna vers sa femme, bouleversé, et la serra contre lui avec une émotion qui fit pleurer toute l'assemblée. « Ma chérie, » murmura-t-il, incapable d'en dire plus, tant l'émotion l'étreignait. « Pour janvier, » ajouta-t-elle en souriant à travers ses larmes, « notre petit miracle arrivera en janvier. » La soirée se transforma en une célébration improvisée de cette nouvelle vie qui pointait déjà son nez. Les parents d'Adèle pleurèrent de joie à l'idée de devenir grands-parents, tandis que les amis levèrent leurs verres à cette future famille qui promettait d'être extraordinaire. Plus tard, alors que le dernier invité était parti, Adèle et Théodore se retrouvèrent seuls sur leur terrasse, contemplant les étoiles dans le ciel de juin. « Un bébé » dit Théodore, encore incrédule. « Nous allons avoir un bébé. »« Vous êtes heureux » demanda Adèle, levée contre lui. « Heureux » Il la fit pivoter pour la regarder dans les yeux. « Ma chérie, vous venez de me donner le plus beau cadeau du monde, un enfant né de notre amour. Comment pourrais-je être autre chose qu'au comble du bonheur ?» Il posa délicatement sa main sur le ventre encore plat de sa femme. « Notre petit miracle » murmura-t-il avec tendresse. « J'espère qu'il aura vos yeux et votre cœur généreux, et votre détermination et votre force, » répondit-elle en couvrant sa main de la sienne. Ils restèrent ainsi enlacés sous les étoiles, rêvant déjà à cet enfant qui grandirait dans l'amour, loin des blessures qui avaient marqué l'enfance de Théodore. « Vous savez, » dit Adèle après un long silence, « parfois je repense à cette nuit d'orage où tout a basculé entre nous. Si je n'avais pas eu le courage de vous voler ce baiser... »« Chut !» l'interrompit Théodore en posant un doigt sur ses lèvres. « Ne dites pas cela. Notre amour était écrit dans les étoiles. Ce baiser n'était que le premier chapitre de notre histoire. » Il l'embrassa passionnément, y mettant tout l'amour qui débordait de son cœur. « Et maintenant, nous écrivons un nouveau chapitre, » ajouta-t-il en caressant son ventre, « celui de notre famille. » Sous le ciel étoilé de cette douce soirée de juin, Adèle et Théodore Blanchet savouraient pleinement leur bonheur. Leur amour, né d'un baiser volé dans l'obscurité d'un couloir, avait grandi pour devenir une flamme éternelle qui illuminerait désormais 3 vies, et quelque part dans ce petit être qui grandissait déjà, battait un cœur qui porterait en lui l'héritage du plus bel amour de Paris. Fin de l'histoire. Si vous étiez Adèle, auriez-vous eu le courage de voler ce premier baiser à Théodore, même en sachant qu'il pourrait vous rejeter complètement? Ou auriez-vous attendu éternellement qu'il prenne l'initiative, au risque de vivre pour toujours comme une étrangère dans votre propre mariage? Cette histoire nous montre que parfois, il faut tout risquer pour l'amour, mais tout le monde n'a pas ce courage. Et vous? Seriez-vous capable de vous battre pour un amour qui semble impossible? Votre participation à la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.